On va aborder d'ici quelques instants la troisième table ronde, la formation pour aujourd'hui et pour demain. Et un premier film pour justement, encore une fois, planter le décor, c'est ce que j'évoque à chaque fois, c'est l'avenir des métiers du bâtiment. Vous le voyez comment? Est-ce qu'il existe ou pas? Un film en deux parties, on regarde la première partie maintenant. Hugues, bonjour. Bonjour, C'est quoi l'avenir des métiers du bâtiment? c'est un métier passionnant. Les entrepreneurs du bâtiment, c'est des mecs super. C'est des battants, c'est des courageux, c'est des formidables. Et là-dessus, j'ai pas d'inquiétude. Ça continuera longtemps. Merci. Merci. Ciao. Jean-Paul, bonjour. Vous faites quoi là? Bonjour, je surveille mon chantier à côté. Effectivement, c'est idyllique un peu comme emplacement. Vous le voyez comme ça, l'avenir des métiers du bâtiment? Écoutez, il y a énormément de bâtiments anciens qui vont être à rénover dans les mois et les années qui viennent. C'est un secteur qui, à mon avis, va nous donner beaucoup d'activités. On parle beaucoup de rénovation énergétique des bâtiments. Il y a plein de bâtiments qui datent des années 60-70 qui vont être à rénover maintenant dans les mois et les années qui viennent. Donc je suis relativement optimiste, malgré la crise que l'on connaît depuis maintenant 6 ans et qui s'éternise un petit peu, mais je pense qu'on va en sortir tranquillement. On vous laisse surveiller alors. Voilà, des présidents des fédérations départementales du bâtiment, comme vous ne les aviez jamais vus. Je ne sais pas s'ils conduisent les camions, je ne sais pas s'ils utilisent des transats au quotidien. C'était Hugues Vanel pour la fédération départementale du bâtiment de l'Ille-et-Vilaine et Jean-Paul Gégou en ce qui concerne celle des Côtes d'Armor. Voilà, deuxième partie à suivre d'ici quelques instants. Pardon ? Ah, 29, pardon, autant pour moi. Oui, c'était le 29, c'était le Finistère, et nous aurons tout à l'heure l'intervention effectivement des Côtes d'Armor et du Morbihan. Je vais demander maintenant à Jean Olivreau de venir nous rejoindre. Il est professeur à l'université de Rennes 2. Je vous en prie. Et vous allez pouvoir vous installer au pupitre pour nous apporter justement votre regard. Alors, Dominique Poirot, qui a préparé en compagnie de Nicolas cette convention, a appelé votre intervention Zevelbreise. C'est bien ça. Zevel, ça veut dire quoi en breton? C'est construire, c'est édifier, c'est... Alors c'est un mot très beau en breton qui veut à la fois dire construire évidemment, mais c'est un mot qui va de l'homme et donc des 81 000 artisans et professionnels salariés qui travaillent pour le bâtiment en breton, puisqu'on dit enemzao, se lever en breton, et ça va jusque la poésie. Zevel Barzonegou, c'est lever des poèmes, comme on dit, ou Zevel Pezouari, lever des pièces de théâtre. Et donc c'est quelque chose qui prend à la fois le travail concret, l'humain, et prend en compte aussi les projets d'avancement et de construction régionale. Alors, je vais faire en sorte pour que tout le monde vous entende merveilleusement bien de régler un petit peu le micro. J'imagine qu'il faut le monter un petit peu parce que vous n'êtes pas tout petit. et pour vous approcher un petit peu du micro comme ça. Regardez, là ça marche bien. D'accord. Je vous laisse la place. Voilà, donc on m'a donné un quart d'heure pour avoir un regard un peu externe de géographe, ce qui est assez court évidemment par rapport à toutes les choses passionnantes qui ont été évoquées. Et en fait, je vais faire simplement deux parties. D'un côté, sur des évolutions en cours et un modèle un peu normatif de développement pour le bâtiment qui est diffusé dans la société avant de voir ses limites. Puis, en deuxième partie, surtout, j'essaierai d'envisager pour moi 6 pistes d'action pour la Bretagne, dont certaines d'ailleurs sont reprises par la région actuellement avec le plan bâtiment durable. Il y a des choses très intéressantes. Et donc avoir un regard plus constructif sur cette idée de Zevelbreise, construire la Bretagne, se lever pour la Bretagne. Alors tout d'abord, on a quand même un modèle, quand on suit scientifiquement ce qui s'est passé en Bretagne, on a eu un tsunami démographique en l'espace de 150 ans et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, où ce sont les grandes métropoles qui se sont musclées, avec un déferlement pavillonnaire qui se poursuit encore aujourd'hui au plus loin des villes. Le littoral également a été très largement occupé, avec un effet d'abord du tourisme assez bénéfique. Et aujourd'hui, on voit les limites avec des communes souvent un petit peu désertes. On a eu également, finalement, avec cette croissance périurbaine et cette crise de certaines petites villes ou de bourgs, on a eu aussi la présence d'un modèle urbanophile qui nous est présenté comme étant tendance. Je vous donne des exemples qui me choquent personnellement. J'ai suivi l'évolution de la Courrouze un peu à Rennes, où on nous présente des sortes d'écoquartiers avec un habitat uniquement collectif ou quasiment uniquement collectif,
tout ça enrobé d'écoquartiers, mais ça laisse quand même un peu songeur au niveau esthétique. Je regardais Via Silva qui envisageait à Cesson. Ils envisagent 40 000 logements, alors c'est surtout en plus avec les grands groupes, et ils envisagent 25 000 emplois, 25 000 salariés, mais je n'ai pas vu une étude sérieuse disant d'où viennent ces 25 000 emplois de plus. Il ne suffit pas aujourd'hui de claquer dans les doigts pour faire 25 000 emplois comme ça. Et donc, alors qu'on a des taux de vacances très forts dans les villes actuellement, c'est au moins 40% des logements neufs à Rennes qui ne trouvent pas preneur, et c'est donc jusqu'à 70%, je crois, à Brest, eh bien, en fait, on a un modèle qui nous est présenté comme étant tendance, avec en fait une volonté de faire le bonheur des gens aussi malgré eux, puisque je répète que 90% des gens veulent vivre dans des maisons individuelles, et qu'on continue à construire tout en déséquilibrant l'espace parfois breton. Pendant ce temps-là, on assiste à une fragilité des bourgs, alors qu'ils offrent souvent des commerces de proximité. On assiste à une fragilisation de centres-villes, hein, de petites villes, au niveau commercial et parfois au niveau du logement. Donc on a une tendance aussi parfois à artificialiser les terres. Hein, c'est 1700 hectares qui ont été artificialisés en Ille-et-Vilaine cette année, alors qu'on sait bien l'importance cruciale du foncier agricole, hein, et de ce secteur breton qui est un élément clé pour le devenir économique de la région. Et donc tout cela pose question. Hein, d'un côté, effectivement, cette logique de densification urbaine, je ne suis pas sûr qu'elle soit la bonne uniquement, même s'il faut aussi des logements collectifs, bien entendu. Mais de l'autre côté, effectivement, le déferlement pavillonnaire, qui est aussi consommateur de foncier, pose également question. Donc, quelles sont les solutions d'avenir pour le pays ? Alors, je vais surtout insister sur évidemment quelques axes de réflexion très modestes, hein, sur la deuxième partie, avec 6 points qui me semblent effectivement majeurs. Le premier, en fait, c'est une particularité bretonne qui a été mentionnée par tous les géographes, qui est le polycentrisme breton. On a une chance, en fait, en Bretagne, effectivement, d'échapper à ce qu'on appelle parfois Paris et le désert français, ou Toulouse et le désert toulousain, et donc d'avoir une grappe de villes de dimensions extrêmement variées. Et comme le disait Camille Vallot dans sa thèse, la grande particularité bretonne, c'est qu'on va du penty, de la maison isolée, jusqu'à la ville, la métropole, en ayant tous les continuums. C'est un incessant continuum qui court dans tous ces éléments, avec une tendance fondamentale, un classique à la dispersion de l'habitat. Il y a des gens qui vivaient de la terre encore massivement jusqu'aux années 1150. Et donc, on a une complexité territoriale du rapport entre l'homme habitant et son pays qui est parfois omise. Donc le polycentrisme, il m'apparaît très important parce qu'on constate que les inégalités sociales sont d'autant plus faibles que finalement les communes et les villes sont de taille médiocre. Parce qu'aujourd'hui, hein, malgré les processus de logements sociaux très intéressants dans les grandes métropoles, à Rennes et Nantes par exemple, ou Brest, eh bien on constate qu'on a un écart de revenus de 1 à 4 entre ceux qui habitent à 30-40 km des centres-villes et ceux qui habitent dans les premières couronnes, Saint-Grégoire par exemple, qui est la commune la plus riche de Bretagne. Et donc on a des dysfonctionnements qui apparaissent également sur le littoral, où les jeunes ne peuvent plus accéder à la propriété, et des communes qui ont 60% de plus de 60 ans, 10 mois sur 12. Donc en fait, ce maillage, ce polycentrisme permet en Bretagne, à mon sens, c'est une clé majeure pour éviter la ségrégation sociale et la ségrégation générationnelle. Donc, au-delà des seuls enjeux du bâtiment, on a un enjeu d'aménagement des territoires qui est tout à fait crucial pour bâtir du sens et bâtir du lien social. Deuxième point, dans ce cadre, c'est l'importance et le goût des Bretons pour l'habitat individuel. Rappelons quand même un chiffre un peu méconnu, c'est que on a 18 points de plus, hein, un pourcentage de 72% de Bretons, donc 18 points de plus que la moyenne nationale d'habitants en fait en logement individuel. Et en fait, on constate que ce n'est pas forcément incompatible avec le foncier et avec la consommation foncière, puisqu'on sait faire aujourd'hui, hein, on l'a constaté dans des études scientifiques, des petites maisons fines, hautes, collées les unes aux autres, où finalement la consommation foncière est moindre que dans des habitats collectifs. Donc les gens aiment essentiellement, même s'il y a des exceptions bien sûr, hein, et en fait on a un allongement de la famille verticale, une dislocation de la famille horizontale, donc des petits logements qui progressent, on le sait tous, mais quand même les gens aiment particulièrement habiter dans des habitats individuels, et il en existe déjà beaucoup plus, on l'a vu en Bretagne, et il y a des possibilités d'en réaliser également bouchant les dents creuses, en valorisant le foncier existant, et parfois en consommant moins de foncier que pour l'habitat
collectif. Dans ce cadre, je partage entièrement ce qui a été dit, ce qui me semble passionnant, c'est que les marchés du futur, ils seront peut-être plus justement sur la valorisation et la rénovation de l'existant que sur finalement le neuf qui ne représente en Bretagne en gros qu'un % du marché. C'est-à-dire on constate qu'on a 55% des maisons bretonnes qui ont plus de 30 ans. Ce sont pour la plupart de véritables passoires énergétiques. On avait une étude très intéressante là-dessus de l'INSEE avec des cartes représentatives. Et en fait, oui, elles perdent jusqu'à 70%, enfin, qui s'envolent par les fenêtres et notamment par les planchers, m'expliquait monsieur Poirot. Et donc, la rénovation, effectivement, on envisage que le chiffre d'affaires lié à la rénovation peut doubler d'ici un lustre, puisque 68% du parc est à rénover, et la région, d'ailleurs, envisage un passage de 18 000 rénovations à 40 000 d'ici 2030, ce qui est évidemment tout à fait intéressant pour relancer les marchés. Puisqu'en effet, au-delà du neuf, un point crucial est qu'en fait, les salaires sont contraints. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir pour une nouvelle maison, etc., c'est très difficile. Et donc, le moyen que l'on a pour augmenter et diminuer les coûts pour les populations, pour augmenter de manière relative leur niveau des salaires, c'est quelque part de limiter leurs dépenses. Et donc là, il y a des éléments qui ont été évoqués dans la dernière table ronde que je ne connais pas précisément, mais qui m'apparaissent vraiment cruciaux. C'est de certifier d'une façon ou d'une autre les économies d'énergie. Que les personnes, y compris avec des microcrédits qui ont par exemple 10 000 euros, soient sûres de retrouver donc le gain sur leur pouvoir d'achat. Et là-dessus, je voyais en Autriche qu'on a des principes win-win, gagnant-gagnant, où les banques, les entreprises, tout le monde se met d'accord effectivement pour certifier ces économies d'énergie, et du coup ça exerce un effet vraiment de booster sur la dynamisation de l'espace industriel. Cinquième point, cinquième un peu axe de réflexion, c'est en fait cette France un peu bizarre, hyper centraliste, indivisible, qui veut aménager de la même façon partout, et qui en même temps, pour pouvoir aménager de la même façon partout, multiplie de manière invraisemblable les normes, le labyrinthe administratif et tout ce qui concerne à la complexité finalement réglementaire. Alors j'ai la chance d'intervenir dans plusieurs milieux en Bretagne et j'entends ça partout. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans le bâtiment de manière spécifique ou autre, mais la paperasserie, les gens n'en peuvent plus, quasiment partout. Et il y a un vrai problème d'efficacité de l'État. Je rappelle quand même que 56% du PIB en France est consacré au fonctionnement de l'État et que 20% est consacré au seul fonctionnement de l'État. Un cinquième des richesses françaises consacrées au seul fonctionnement de l'État. Donc c'est tout simplement plus possible parce que les entreprises vont couler. Alors paradoxalement, par rapport à cela, c'est moins pour valoriser l'identité territoriale ou les identités territoriales que pour avoir des mêmes schémas d'aménagement indivisibles partout. Je regardais les SCOT et les PLU en Bretagne. Ils ont des effets très bénéfiques, bien sûr. Mais quelque part, c'est vraiment un aménagement indivisible, où on oublie les spécificités du bâtiment et des territoires bretons. Je voyais une commune comme Serran, dans le Morbihan. Elle voulait aménager à partir de la rénovation et de la valorisation de 150 hameaux. Eh bien, son PLU a été retoqué, parce que, de manière très complexe, parce qu'il y a toute une jurisprudence complexe, mais le hameau n'est pas forcément considéré comme pouvant être urbanisé. Et donc, on est en train de transformer géographiquement la Bretagne en une terre de bocage, où il y avait souvent le mariage, aujourd'hui très porteur de la ruralité. J'en parle pas mal dans mon dernier petit bouquin là, qui est paru là, cette semaine. Là. Donc, le mariage, je fais la pub, tiens. Bien la pub. Et donc, on a, si vous voulez, cette ruralité qui faisait la force bretonne, et on est en train d'aménager le territoire breton à la façon d'un espace d'open field, en groupant forcément les lotissements en continuité du bâti, en mettant des espaces agricoles, des zones environnementales où l'individu n'est plus présent, comme si l'homme était extérieur à l'environnement, et on marche un peu sur la tête en niant les éléments qui font l'ADN breton et sont les perspectives de notre avenir. Donc, hameaux, revalorisation des bourgs, qui est un point très important, d'autant que sixième idée, c'est qu'on va avoir un vieillissement de la population qui est très vif, et dans ce cadre, effectivement, l'aménagement de l'économie de la proximité et ces petites villes sont l'avenir du territoire breton. Ne pas oublier que les problèmes de mobilité risquent d'être très importants pour ces populations, ils le sont déjà,
Et en fait, on a, en lien avec les TIC, en lien avec la domotique, toute une série de petits équipements ici qui peuvent être très précieux pour les personnes. Je donne des exemples, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus à la Fondation de France, mais concernant par exemple la lutte contre les dénivelés verticaux, hein, la hauteur du mobilier. Il y a toute une série d'aménagements qui vont être indispensables avec une société qui aura 15-20 ans de plus. C'est ce qui va se passer, hein, c'est ce qui nous attend pour l'ensemble de la France. Et donc, tous ces éléments, je crois, sont tout à fait essentiels, principalement pour les résidents permanents, hein, qui constituent 80% du parc immobilier breton, hein, puisque les résidences secondaires, c'est 12%, et c'est parfois plus difficile d'envisager les équipements, même s'il y a des personnes très riches, hein, qu'on peut proposer des affaires, notamment sur le littoral. Et oui, hein, ce qu'on appelle la silver economy, mais bon, ne pas se gargariser de ça. C'est aussi des filières industrielles à bâtir derrière pour la préparer. C'est aussi des communes très cibles. Vous aviez l'autre jour une carte des plus riches en Bretagne. Ben, ça, ce sont des fichiers intéressants pour vous, hein. Sur certaines communes littorales avec des prospectus bien ciblés, là. On a des retours et on peut se faire du business, hein. Piquer un peu de pognon à ces gens qui sont là 1 mois par an. En conclusion, donc... Et avec, je crois, le terme très fort qui a été envisagé ensemble tout à l'heure, avec l'importance en Bretagne d'un parc atomisé, qu'on parfois on critique, il n'y a pas des gros en Bretagne, ben, tant mieux. Par contre, il faut impérativement la mutualisation. Hein, ce que fait des structures comme Produits en Bretagne ou autres. C'est à la fois, les Bretons ici sont des individualistes qui savent parfois agir de manière collective. C'est assez rare, mais ça arrive souvent, de temps en temps. Et donc, il faut à la fois l'autonomie, en fait, et en même temps des logiques de mutualisation pour avoir des bouquets d'offres, en fait, hein, correspondant à l'évolution du marché. Alors, pour élargir un petit peu, moi, ce qui me frappe en Bretagne actuellement, c'est que quand même, ça bouge beaucoup. Hein, les initiatives, là où les gens se rendent compte, il y avait eu déjà une tôle Lagat là, qui avait été fait, le bâtiment 2015. Là encore, des nouveaux plans dans tous les secteurs d'activité. On voit bien que les gens veulent avancer. On regarde de manière plus large en Bretagne tout ce qui concerne la prospective de la région, la prospective de Bretagne Développement Innovation à l'horizon 2030, les projets d'Assemblée de Bretagne avec 5 départements, le projet d'Urvoas pour en fait avoir également une assemblée de Bretagne avec la fusion des départements et de la région. Tout ce qui concerne également les enjeux de la réunification de la Bretagne qui sont évoqués actuellement avec un rassemblement, et ça va se faire, hein, très certainement, un rassemblement qui est prévu à Nantes, derrière les bonnets rouges. Hein. Donc on est dans une période qui peut être complètement historique pour la Bretagne, et ce qui aujourd'hui m'intéresse beaucoup, c'est que vraiment tout le monde se rend compte que c'est difficile, et tout le monde aujourd'hui dépasse certaines vieilles frontières pour faire des choses ensemble. Et donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis très optimiste pour la Bretagne, qui est vraiment en train de bouger aujourd'hui. Et donc, hein, plus que jamais, les enjeux du bâtiment, vous voyez, j'ai essayé de l'évoquer, sont aussi des enjeux d'ensemble pour les territoires de ce pays. Donc oui, hein, effectivement, hein, construisons ensemble. Zevelbreise. Merci. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Éclairage sur certains dossiers, constat un peu amer sur la façon dont effectivement on décide de vivre aujourd'hui dans des villes tous entassés, etc., etc. Mais ça rejoint peut-être le discours qu'on tient depuis tout à l'heure, à savoir le côté ensemble. Si des gens vont s'installer dans les villes aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils sont totalement désenclavés en vivant dans un bourg, dans un hameau, et que lorsque vous êtes parent de 3 ou 4 enfants, et qu'il y en a un qui va aller à la danse, l'autre au handball et le 3e au foot, et que vous avez fait 6 allers-retours avec votre voiture dans la journée, au bout d'un moment, vous baissez les bras et vous dites « on va aller s'installer en ville ». C'est plus facile. C'est aussi peut-être un des schémas. Moi, je vis en Haute-Savoie. Il y a des gens qui vivent effectivement dans les grandes villes, des gens qui vivent en montagne, et c'est parfois le problème qu'ils rencontrent, ce qui explique le fait que pas mal de gens, pour répondre à la tendance que vous évoquez, vont s'installer dans les grandes villes. C'est un des points, hein. C'est pas le seul certainement, hein, mais je vous en prie, Jean, oui. Bien sûr, bien sûr. Oui, je partage certains éléments que vous évoquez. Par contre, là-dessus, moi je crois qu'il faut se rendre compte de la fragilité de ce modèle de facilité basé sur une urbanisation à tout va. C'est-à-dire qu'on a eu l'école blanc, les tout tertiaires, etc. Mais une société qui ne produit pas des richesses industrielles et monnayables n'a aucun avenir économique. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une désintermédiation très forte des emplois dans le public. Regardez le taux de vacances des commerces qui est de 10% dans le centre des villes et dans le privé. Et dans le privé, avec le e-commerce, l'administration. Donc l'avenir de demain sera-t-il encore urbain ?
Je ne suis pas persuadé. Je crois qu'on va revenir à une économie de la précarité et du bon sens, et que précisément cette organisation polycentrique de la Bretagne, ce lien fort entre les villes et leurs territoires ruraux, va faire notre chance. Donc moi, je me méfie de ces visions tertiarophiles, un peu faciles. Non, ça ne marche plus comme ça aujourd'hui, je crois. Mais moi, je vais dans votre sens, mais nous ne sommes malheureusement que spectateurs de ce genre de choses et on aimerait pouvoir être acteurs, donc effectivement, ensemble. C'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Troisième table ronde qui est consacrée à la formation pour aujourd'hui et pour demain. On va recevoir quelques intervenants d'ici quelques instants. Avant cela, la deuxième partie du film sur l'avenir dans les métiers du bâtiment. Et on retrouve deux autres présidents de fédérations départementales. Regardez. Monsieur, s'il vous plaît, comment vous voyez, vous, l'avenir des métiers du bâtiment? Comment je vois l'avenir dans le bâtiment? Bah, écoutez, moi je le vois de façon durable, l'avenir dans le bâtiment. On est ici dans une école où on continue d'agrandir. Il y a une partie des bâtiments qui avait été construits par mon grand-père. Aujourd'hui, je suis le petit-fils dans l'entreprise. J'ai repris ça il y a quand même plusieurs années. Et on est toujours en construction, toujours avec des personnes qui travaillent de façon avec de la qualité, puisqu'on est en train de poser de la pierre, mais il y a également du béton. Il y a toute une partie moderne, puisque maintenant, vous le voyez, c'est de l'étanchéité. Et donc, on a vraiment quelque chose qui évolue, et qui évolue, je pense, dans le bon sens. Hein, et c'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui de la place pour les jeunes. Et c'est un message que je voudrais adresser également, puisqu'on est dans une école où tous nos métiers sont attractifs et le resteront. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très durable. Voilà. Merci, on va vous laisser travailler. Merci. Bonjour, je vais vous déranger. Oh là, je vous dérange quelques instants. Comment vous voyez-vous l'avenir du bâtiment? Oh bah, plein de belles choses. Pour nous, dans le bâtiment, dans le Morbihan, c'est un gros chantier qui nous attend. Avec la rénovation énergétique, on a de quoi faire. Donc je ne suis pas tellement inquiet pour tous nos compagnons pour le futur. Allez. Voilà, intervention de Philippe Boulec, président de la Fédération départementale pour les Côtes d'Armor, et Stéphane Le Teuf pour le Morbihan.